Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Jérôme. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Déjà, merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est toujours gratifiant de se faire contacter pour faire ce genre de podcast. Donc, merci encore à toi pour l'invitation. C'est top. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. J'étais déjà sur ma liste des invités et on a un copain en commun, Thomas Rosé, justement, qui à chaque fois que je le recroise, il me dit ouais, tu devrais l'interviewer de ça. Donc j'avais beau lui dire que t'étais déjà sur la liste et que ça allait arriver, mais c'est vrai que ça a accéléré encore le truc. Ouais, enfin, il fait bien mon agent, donc c'est bien. Il fait bien le job, c'est cool. Grave, on le remercie. Et est-ce qu'en premier, tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance? Vaste sujet. Alors c'est intéressant parce que il y a pas si loin de 2 semaines, j'étais sur le dernier DU là, ce que je suis en train de faire, et puis on débattait un petit peu sur qu'est-ce que réellement la performance. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui autour de la performance. Pour moi, la performance c'est quelque chose de très systémique, où il y a beaucoup de choses qui s'impliquent à l'intérieur, et surtout pour moi, la performance, ça dépend réellement du niveau auquel tu te situes. C'est-à-dire que moi, j'ai un niveau qui va plutôt être individuel ou personnel. Dans mon cas, moi, ma performance personnelle, c'est de maintenir mon homéostasie, c'est-à-dire mon équilibre entre mes contraintes familiales, mes plaisirs personnels et ma vie professionnelle pour donc maintenir toute cette homéostasie pour pouvoir m'épanouir. Si je me place plutôt d'un point de vue équipe, en fonction de mes différentes équipes que je gère aujourd'hui, sur mon équipe pro, la performance est gagner à tous les matchs. Aujourd'hui, on a cette ambition-là, et puis le club met l'ensemble des moyens pour gagner tous les matchs. Ouais. Donc ça, c'est comment je vois ma performance. Si je vois plutôt sur mon équipe de formation, la performance, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place tous les éléments pour que les joueurs soient en capacité de se développer en tant que sportif ou en tant qu'homme, donc qui est moins lié au résultat même. Et puis, si je me place au niveau de l'institution, pour moi, la performance de mon institution aujourd'hui, et je reprends un peu une citation qu'avait fait Christophe Furios, c'est faire en sorte, en gros, d'avoir un engagement commun pour le projet de tout un chacun, et en même temps d'avoir ce projet du tout dans sa globalité, quoi. C'est-à-dire que il faut que l'institution en elle-même grandisse aussi. Donc, c'est comment satisfaire les besoins de chacun et les besoins de l'institution aussi. Voilà. Top, super. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, où c'est que tu as étudié, où c'est que tu as commencé, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait ma première partie de ma vie dans un pays catalan à Perpignan, et puis après j'ai dû déménager pour suivre mes parents en Bretagne. Voilà. Et puis à la fin de mon lycée, j'hésitais toujours entre partir dans l'entraînement. J'adorais le sport, je suis un grand fanatique de sport, et en faisant mes stages, souvent on me disait je voulais être entraîneur sportif, et puis on me disait ouais, mais c'était bon à l'école, fais plutôt kiné, parce que tu verras, kiné c'est quelque chose de sûr au niveau professionnel. Et puis au Ouais, final c'est quelque chose qui m'intéressait. ouais. Donc bon, au final voilà, j'ai décidé de partir plutôt sur la voie kiné. Donc du coup, j'ai fait déjà une première année tout seul de mon côté en essayant de faire les tests d'entrée, parce qu'à l'époque c'était des tests. Ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai intégré une prépa à Alençon. Et puis après, j'ai été reçu dans
plusieurs écoles et puis j'ai choisi l'école de Rennes par facilité puisque c'est là où j'habitais. Donc voilà, j'ai fait l'école de kiné de Rennes pendant 3 ans, de 2008 à 2011, je crois. Voilà, Mm. pour pouvoir être kinésithérapeute, masseur Mm. kinésithérapeute. Top, top. Et après, t'enchaînes avec du foot, c'est ça? Ouais, ben en fait sur mon stage entre ma K2 et ma K3, donc ma deuxième et ma troisième année, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage au Havre Athletic Club, donc au HAC Football, avec l'équipe professionnelle où j'ai passé 3 mois avec eux et ce stage s'est super bien passé. Ça a été vraiment un déclic pour moi pour me dire voilà, je veux vraiment concilier la kiné avec le sport. Mm. Parce que moi je me voyais pas faire autre chose que travailler dans le sport donc voilà, c'était super bien passé puis on est resté en contact sur toute ma troisième année et puis à la fin de ma troisième année j'ai eu l'opportunité d'intégrer par un départ au niveau du staff au sein du HAC d'intégrer l'organisation du HAC au niveau du centre de formation. Voilà, donc bah, du coup à la sortie du diplôme de l'école de kiné de Rennes, bah, je suis parti au Havre au centre de formation pour m'occuper, pas pour m'occuper de tout le suivi kiné, réathlé de l'ensemble des équipes jeunes U19, U17, U15, voilà, du HAC. Donc voilà, c'était Mm. super expérience. Ouais, super. Et après, tu atterris à Châteauroux, c'est ça? Toujours dans le foot? Ouais, toujours dans le foot. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette année au HAC, en fait, j'avais un peu aussi des envies. Au départ, on est un peu jeune, on a toujours envie de grandir vite. Et j'ai eu une opportunité de partir sur l'équipe de foot du Châteauroux cette fois-ci, mais sur l'équipe professionnelle. Euh, donc voilà, donc du coup j'ai fait ce choix de carrière parce que voilà, boxe, enfin, même si je sais pas si on peut appeler ça une carrière, mais en tout cas voilà, j'ai voulu grandir, aller voir comment ça se passait au niveau professionnel, avoir un peu plus de responsabilité. Donc voilà, je suis parti un an à Châteauroux avec l'équipe professionnelle, une super expérience en tant que seul kinésithérapeute sur place. Donc c'était vraiment challengeant au quotidien, donc c'était vraiment cool, quoi. Et tu te formes en parallèle, t'as fait l'IAOM avec Captain, c'est ça? Ouais, alors ça c'est un peu plus tard en fait. À la fin de mon année à Châteauroux, je retourne au Havre, mais cette fois-ci avec l'équipe professionnelle. Voilà. Ok. Donc le médecin de l'époque avec qui je m'entends toujours super bien, me rappelle en me disant écoute, on aimerait que tu reviennes sur l'équipe professionnelle, tu t'es formé un petit peu ailleurs, donc reviens maintenant avec nous. Donc c'était super. Donc à la fin, je repars au Havre, mais cette fois-ci avec l'équipe professionnelle. Encore une fois pour un an. C'est un peu l'histoire de ma vie sur les premières années professionnelles. Euh, et puis à la fin de cette année avec l'équipe professionnelle du HAC, en fait, je décide d'arrêter le monde du football pour découvrir autre chose et puis bah, pour me consacrer un peu plus à ma vie. Euh, alors pas à l'époque familiale, mais voilà pour poursuivre un peu ma compagne et puis poursuivre aussi d'autres amis qui sont partis comme beaucoup de kinés dans les îles. Voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu un autre monde et un autre avantage de la kinésithérapie. Donc voilà, je pars dans les îles. Euh, et puis euh, et puis en revenant, on fait un an là-bas avec ma compagne et puis pas mal de copains sur place. Et puis en revenant, je décide de continuer ma formation, notamment bah, justement avec IAOM, donc qui est de la thérapie manuelle plutôt orientée sur les bases, sur les preuves scientifiques. Voilà, que c'est une méthode développée par Cyriax à l'époque, hein, et qui était proposée par un organisme de formation en France. Et donc voilà, je commence à cette formation qui durait à peu près 2-3 ans. Donc j'ai fait un an et demi parce que j'ai pas eu le temps de tout faire, mais en tout cas ça correspondait à ma façon de voir un peu les choses sur à la fois de la thérapie manuelle où les kinés se formaient de plus en plus, étaient de plus en plus intéressés, mais de façon basée sur les preuves scientifiques. Ça a toujours été un petit peu pour moi ce qui a drivé un petit peu mes formations, Hmm. c'est que je me rapproche et je suis toujours très centré sur au final qu'est-ce qui est quand même assez prouvé
pour pas appliquer un petit peu n'importe quoi. Et donc du coup, ces techniques-là qui étaient proposées me correspondaient bien. Donc voilà, je suis parti faire IAOM avec un organisme de formation Captain qui proposait ça. Donc voilà, j'ai fait la moitié du parcours. En parallèle aussi, j'avais fait un peu de dry landing au tout début du dry landing, Ouais. qui était proposé aussi par certains organismes de formation. Donc voilà, ça faisait partie de mes convictions un petit peu quand j'étais kiné. Ouais. Ouais, super, super. Et t'enchaînes à quel moment avec le Master Sport Science de Nantes? Bah en fait, c'est en revenant en métropole après la Martinique en fait, Mm. lors de mes années dans le foot. C'est rigolo, ça reprend un petit peu des épisodes que tu as pu faire entre le travail des égos, entre le travail du staff médical, staff sportif. Je me suis souvent retrouvé dans ces positions un peu délicates de qui fait quoi, les champs de compétences sont liés, pas liés, imbriqués, pas imbriqués, bref. Et puis au final, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler dans le sport, être vraiment actif, ça a toujours été un petit peu aussi ma base au tout début. Et en revenant de Martinique, je me dis bon, allez, j'ai envie vraiment de me lancer plus dans l'entraînement, d'être plus actif et plus, enfin, accompagner encore plus loin l'athlète dans tout ce qui est entraînement. Je trouvais que Ouais. jusqu'à ce que j'avais vu jusqu'à présent, il me manquait des choses. Moi, il me manquait des choses et je trouvais que dans les approches et dans ce qu'on apportait aux sportifs, il manquait des choses. Mm. En tout cas, j'en étais persuadé. Donc j'avais fait la démarche d'essayer de rentrer de nouveau dans un master en France. Et en fait, pourquoi Nantes? Parce que c'était à l'époque le seul master qui acceptait des kinés diplômés directement en master 2. Donc en fait, j'ai gagné une année. Ok. Et donc, ce qui est quand même pas négociable. Mm, mm, Euh, donc du coup, je me dis, allez, Nigo, je pars à Nantes. La plaquette était quand même intéressante. mm. La plaquette de formation était très intéressante, avec à la fois des choses une approche de recherche quand même, qui est souvent plus spécifique en master 2, mais à la fois aussi des choses assez terrain avec des intervenants qui étaient vraiment très intéressants, notamment deux qui m'ont beaucoup marqué sur le terme de l'entraînement, qui sont Stéphane Morin et Mathieu Lacombe, que j'ai un peu suivi tout au long après de ma formation, et qui pour moi, quand il avait présenté, était un peu vraiment ce qui était un peu le modèle du sport science à l'époque, même s'il était encore tout entre guillemets jeune. Mm. Mais voilà, en gros, voilà pourquoi je pars à Nantes, et puis bah, faire ce master, et puis pour me former vraiment sur l'accompagnement à l'entraînement et qu'est-ce que réellement l'entraînement et les bases de l'entraînement qu'au final on n'aborde pas en tant que kiné ou en tout cas très très peu. Donc voilà, c'était pour aller sur ce complément-là. Mm. Top. Et à quel moment tu te dis, ben, ça m'intéresse, j'ai envie de pousser encore plus et je vais faire un doctorat? Tu vois, à quel moment ça arrive et est-ce que tu peux nous expliquer le thème de ton doctorat aussi, s'il te plaît? Euh, alors en fait, quand je fais mon master, j'oriente quand même sur un projet plus de recherche dans le badminton qui allie à la fois les effets physiologiques et mentaux. On avait un gros projet avec le badminton super intéressant. Et là, je me dis, ouais, c'est bien, j'ai appris des choses, mais il me manque encore plein de trucs et je veux vraiment, réellement comprendre ce que c'est la recherche, notamment d'un point de vue méthodologique. C'est-à-dire que, en fait, j'ai toujours eu besoin, en fait, d'être assez carré. Qu'est-ce que ça comprend la recherche? Comment interpréter les études? Et puis, mettre un peu le pied, à l'étrier, comme on dit, pour savoir, bah, comment est-ce qu'on mène une recherche? Qu'est-ce qu'on peut réellement en tirer, comment voir tout ça. Donc, à la fin de mon master, euh, je suis assez satisfait, mais il me manque encore quelque chose. Et donc, je me dis, allez, pourquoi pas une thèse. Et puis, le problème, c'est qu'à la fin de mon master, bah, j'ai pas réellement d'opportunité pour faire une thèse. Donc, du coup, à côté, je continue toujours en tant que kiné. Donc, j'ai fait deux cabinets libéraux. Euh, où je continue à travailler. Et puis à un moment, il y a une offre de thèse qui est publiée par l'INSEP, sur un travail de l'analyse biomécanique, notamment en utilisant les profils force-vitesse Mm. en hockey sur glace. Et donc, je me dis, bah, à l'époque, c'est vraiment
récent cette idée de profil force-vitesse. Donc Oui. c'était beaucoup développé à l'époque dans le saut surtout. Oui. Et puis à Nantes, il y avait aussi beaucoup de profils force-vitesse en vélo. Et le sprint commençait à sortir. Et donc il y avait cette idée d'utiliser un peu toutes ces nouvelles méthodes-là, mais appliquées au hockey sur glace. Et je me dis, bah, à la base, vraiment, la thématique était vraiment intéressante pour moi. C'était une approche que j'aimais beaucoup. Et je me dis, bah, allez, bingo, c'est un peu ce que je recherche. Donc, Mm. je postule, puis je me retrouve à faire les entretiens. Sauf que, bah, à la fin, heureusement, pour moi, je suis pris. Et puis là, je me dis, waouh, tu tasses dans une thèse, t'es pris en hockey sur glace. Chose que le hockey sur glace, j'avais à peu près vu 10 minutes dans ma vie de hockey sur glace. Donc, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et donc, je me dis, bon, ben, je me lance dans une thèse, 3 ans, dans le hockey sur glace. Et tu dis, wow. Donc là, super content, Oui. mais à la fois, bon, bah, un peu challengeant quand même, parce que tu arrives dans une discipline qui est aujourd'hui en France très peu développée, Mm. pas beaucoup développée, que tu ne connais pas du tout, et Mm. tu te lances dans une thèse de 3 ans. Voilà. Donc, je redéménage, parce que ça faisait quand même que 2 ans que j'étais sur Nantes, Ouais. pour atterrir à Chambéry cette fois-ci, où il y avait le pôle féminin de hockey sur glace. Ok. Donc voilà, moi j'étais la thèse était en lien avec les contraintes biomécaniques, évaluer les contraintes biomécaniques et donc l'utilisation de ces profils force-vitesse, notamment sur un public féminin. Donc en fait, j'étais responsable vraiment du pôle France féminin et des équipes de France féminines de hockey sur glace. Ok. Donc voilà, donc je déménage sur Chambéry pour commencer cette thèse parce que le pôle France à l'époque était sur Chambéry. Donc voilà, j'ai fait 1 an et demi à Chambéry, puis après on a été rapatrié au centre d'entraînement national du hockey sur glace qui se situe sur Cergy-Pontoise, Ok. ce qui me permettait à la fois d'avoir un équipement beaucoup plus important et Mm. également de me rapprocher de mon laboratoire de rattachement qui était l'INSEP. Mm. Donc, quand tu es à Chambéry, tu es en laboratoire de rattachement à l'INSEP, c'est des fois pas forcément facile. Et donc là, c'était aussi beaucoup plus facile pour finir la thèse d'être à la fois Cergy et puis rattaché à l'INSEP pour les allers-retours et les interactions avec les gens qui m'encadraient pour ma thèse. Donc voilà, donc après, je suis parti sur Cergy pour finir ma thèse et finir tout ce travail d'évaluation biomécanique. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné comme un résultat et qu'est-ce que ça a pu comment ça a pu faire évoluer aussi ta pratique, tu vois, les résultats de ton doctorat, comment ça a pu changer ton approche, alors t'étais nouveau dans le hockey, mais maintenant tu y es encore dedans, et en quoi voilà, quoi ça a bousculé ou ça a fait évoluer tes pratiques. Alors, ça a toujours pas amélioré mon niveau au hockey sur glace, par contre, ça c'est sûr. Euh, mais en tout cas, en fait, notre objectif, c'était donc d'évaluer, d'appliquer les profils force-vitesse, donc en saut, en sprint, et puis on l'a adapté aussi sur la glace, Ok. en utilisant en fait le même modèle, puisque c'est un système de locomotion qui se rapproche très fortement de la course, donc qui était facilement applicable au final. Puis on l'a validé sur la glace. Et on a utilisé également sur une autre partie un peu plus d'analyse de charge mécanique des accéléromètres Mm. euh, intégrés intégrés aux joueurs sur des matchs, des entraînements, pour essayer d'un peu d'évaluer tout ce qui était contraintes de freinage, démarrage, de charge, on va dire entre guillemets mécanique Mm. sur les joueuses. Et ça, c'était assez intéressant parce que du coup, le hockey sur glace, c'est quelque chose qu'on pourrait croire assez développé avec l'attrait de la NHL, par exemple. Mm. Mais au final, qui est un secteur très fermé, donc il y a beaucoup de choses qui se font mais qui ne se disent pas. Mm. Et dans la NHL, au vu des propriétés intellectuelles et puis des contrats avec les joueurs, donc il y avait très peu de choses qui étaient faites avec l'analyse d'accélérométrie. Mm. Et donc on était un petit peu les premiers à investiguer ça. Et donc du coup c'était assez intéressant parce que du coup ça m'a permis de vraiment m'ouvrir à l'étranger aussi, de pouvoir du coup échanger avec beaucoup de personnes outre-Atlantique
utilisaient au final les systèmes sans trop savoir comment les utiliser ou pourquoi les utiliser. Mm. Et alors, on n'a rien trouvé de révolutionnaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le football ou dans le rugby. Hein. Au final, on a juste appliqué un peu plus au hockey sur glace, donc un peu plus de façon spécifique. Mais au moins, ça a permis de mieux comprendre l'analyse, de mieux comprendre l'activité et de mieux l'analyser. On avait en plus la chance, moi j'avais la chance de les avoir au quotidien, donc ce qui est quand même rare dans le hockey sur glace d'avoir des accéléromètres au quotidien pour les joueuses, les filles. Et donc ça a permis aussi de mettre en place sur l'entraînement, les entraînements avec l'ensemble du staff, une programmation des entraînements, une planification des entraînements beaucoup plus précise aussi. C'est-à-dire qu'on savait un peu mieux évaluer chaque exercice, on savait un peu mieux évaluer les contraintes du match. Et donc, du coup, on arrivait aussi à programmer notre semaine ou à planifier notre semaine de façon beaucoup plus précise en lien avec le développement des joueuses et ce qu'on attendait des joueuses. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ça a permis vraiment d'ouvrir ce champ-là en hockey sur glace, chose qui était pas fait ou entre guillemets si c'était fait c'était pas dit, donc voilà, moi ça permettait aussi de mettre en lumière ces choses-là. Ouais. Et est-ce que ça a eu un impact, cette meilleure programmation en fonction du profil force-vitesse, est-ce que ça a eu un impact sur les blessures de tes joueuses ou pas forcément par rapport aux années précédentes par exemple? Alors la problématique que j'ai eu aussi, c'est que en plein milieu de ma thèse j'ai eu la chance d'avoir une épidémie de Covid, donc quand tu fais une thèse c'est vraiment pas facile. Parce que quand tu planifies toutes tes manips et que t'es en crise de Covid, tout est très aléatoire. C'était assez difficile. Donc en fait, malheureusement, sur tout ce qui est profil force vitesse, j'ai eu la chance de faire uniquement ma première étude, c'est-à-dire faire les profils des joueuses sur glace et hors glace et voir s'il y avait un petit peu une corrélation ou des ressemblances entre les différents profils. En fait, j'ai eu le temps de faire que ça. Après, tout ce qui était mise en place d'un entraînement spécifique, malheureusement, j'ai pas pu le mettre en place parce que j'ai jamais eu en gros 8 semaines d'affilée dans cette période-là pour pouvoir en mettre en place quelque chose. Donc voilà, on a juste montré que les profils sur glace et hors glace étaient au final très spécifiques et très différents, comme ça avait déjà été montré dans la littérature, dans différents sports d'ailleurs. Il y avait juste quelques variables qui étaient corrélées ou qui étaient influencées de façon égale, notamment la puissance développée hors glace et sur glace était très facilement corrélée. Donc voilà. Après tout ce qui était haute variable, c'était vraiment spécifique, mais plus à la tâche et donc à l'activité. Il n'y avait pas forcément de corrélation entre les sauts et le skating, à part cette notion de puissance. Donc, mais pas d'entraînement en lien avec ces profils malheureusement. Je sais qu'actuellement il y a une master là qui essaie de travailler là-dessus, de reprendre un petit peu ce que j'avais pas pu faire. Et je pense que ça serait intéressant de le faire parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à approfondir. Aujourd'hui, dans le hockey, la grosse difficulté, c'est l'accès à l'entraînement spécifique, de par le peu de patinoires et le nombre d'heures que l'on a pour réellement faire du spécifique. Et donc, si on peut arriver à trouver des moyens pour améliorer ou les capacités physiques en hors glace et que ce soit plus facilement transférable sur la glace, notamment avec l'aide de cette méthodologie-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour être encore plus optimal au niveau des préparateurs physiques ou des entraîneurs en hockey sur glace. Et tu dis que du coup le point commun entre le hors glace et la glace, c'est la puissance, c'est ça? Ouais, c'est la puissance développée, c'est-à-dire que les joueuses qui étaient les plus puissantes en hors glace étaient également les joueuses qui étaient les plus puissantes sur le profil force-vitesse sur la glace. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les seules variables qui étaient corrélées. Après, tout ce qui était la force spécifique F0, la vitesse spécifique V0 de chaque tâche, elles étaient vraiment, il n'y avait pas de corrélation, il n'y avait pas de lien, mais ça avait déjà été montré beaucoup entre le profil force vitesse en saut, le profil force vitesse en sprint. C'est vraiment des tâches vraiment différentes qui nécessitent des capacités neuromusculaires vraiment différentes.
Et donc du coup, voilà, on trouvait pas, même sur la course à pied et sur le patinage, il n'y avait pas une grosse, euh, une grosse relation. Alors après, la problématique qu'on avait dans notre étude aussi, c'est qu'on n'avait pas non plus un gros panel de joueuses. On Mm. était quand même assez limité et les joueuses, au final, on avait un public assez hétérogène au final. Sur Mm. celles qu'on avait évaluées, on avait des très très bonnes joueuses, des joueuses euh, un peu plus au niveau moyen, au niveau des capacités neuromusculaires, ce qui fait qu'aussi quand un public est un peu plus hétérogène, c'est un peu plus compliqué de faire des relations de cause à effet. Donc Mm. voilà. Je sais que là, par exemple, il y a des études qui sont en train d'être faites à Hockey Québec, par exemple, où là, Mm. le sample size commence à être de 200, 300 personnes. Et donc, du coup, là, je Mm. pense que les résultats vont être beaucoup plus significatifs et vont Mm. beaucoup plus être intéressants et interprétables réellement parce que la population est beaucoup plus importante. Mm. Mm. Carrément. Et alors actuellement, tu es Head of Research and Performance chez les Brûleurs de Loups à Grenoble. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle et qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors aujourd'hui, en fait, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette donc plutôt attachée, ce qu'on pourrait dire à la performance, même si encore une fois, le chef de la performance, c'est plus l'entraîneur ou le manager Mm. général ici, hein. Mais en gros, je m'occupe et j'organise un petit peu tout ce qui a trait, donc préparation physique et tout ce qui est autour de la performance sur la glace, c'est-à-dire nutrition, sommeil, problématiques ou accompagnement mental, psychologique. Voilà, en gros, tout ce qui touche autour de la performance sur la glace, c'est moi qui coordonne toutes les actions que l'on met en place pour optimiser et pour faire en sorte que les joueurs soient en bonne santé pour performer sur la glace. Mm. Voilà. Ça, c'est ma première casquette sur le club. La deuxième, qui était notamment une grosse volonté du club quand ils sont venus me chercher, c'était de développer les relations externes au club pour pouvoir faire grandir l'institution. C'est-à-dire que mettre en place des collaborations importantes avec notamment l'université ici, l'université de Grenoble, Mm. euh, qui est très active sur beaucoup de domaines, mettre en place des relations avec des partenaires d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises ici aujourd'hui en technologie, notamment sur Grenoble, avec un gros bassin technologique. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de faire des liens avec ça. Et la troisième chose aussi, qui avait été déjà un peu amorcée, mais d'amplifier les relations que l'on a avec les deux autres équipes de professionnelles sur Grenoble, que sont le football avec le GF et le rugby avec le CG. Euh, voilà, donc c'était de créer un réseau encore plus important pour pouvoir créer plus d'échanges, une identité locale euh, encore plus importante, qui soit bénéfique pour notre organisation des voleurs de loup en hockey sur glace. Mm. Ah, c'est intéressant. Et justement, dans votre staff, combien vous êtes, tu vois, en préparation physique, en kiné, en staff médical, combien vous êtes par rapport à, euh, on va dire, aux autres équipes professionnelles de Grenoble? Est-ce que vous mettez un staff en commun ou des trucs comme ça? Est-ce que vous réunissez aussi ou comment vous faites? Aujourd'hui, sur les voleurs de loup, moi j'ai 3 stagiaires qui sont sur donc la SSP qui comprend en fait l'équipe professionnelle et l'équipe du centre de formation, donc les U1. Mm. Donc j'ai 2 Master 1, un étudiant en BP GEPS Altero, et il y a moi et il y a un kiné, Thomas, qui est à la fois kiné et qui est à la fois aussi qui a la casquette préparateur physique. Il a une licence en préparation physique aussi, donc il gère notamment tout ce qui est réathlétisation. Voilà. Donc on a 2 profils similaires tous les deux. On a un cursus kiné et préparation physique, ce qui nous permet des fois de se détacher, de se déléguer des tâches. Mm. Et donc lui s'occupe notamment beaucoup de la réalisation. Donc en final, ça fait 2 personnes à temps plein plus 3 stagiaires. Donc ça fait quand même 5 personnes Mm. pour 2 équipes, ce qui est comme enfin une troisième équipe puisqu'on dans notre écosystème aujourd'hui, on a aussi l'équipe de Chambéry
que l'on accompagne sportivement et au niveau de la préparation physique. Donc ça fait 5 personnes pour 3 équipes, ce qui permet de faire quand même du bon travail. Aujourd'hui, on a réussi à développer ce département, si on pourrait dire, ou Hmm. cet ensemble, euh, et on commence vraiment à devenir performant parce que on a un nombre suffisant pour pouvoir, je dirais pas individualiser, mais en tout cas créer des groupes et donc orienter un peu plus nos entraînements au point de vue préparation physique et accompagner un peu mieux. Hmm. Après, sur la mise en relation avec les autres structures, pour le moment, c'est surtout beaucoup de discussions, d'échanges. On a fait aussi pas mal de prêts matériels, notamment Hmm. le FCG qui nous a prêté pas mal de fois du Ok, top. matériel, notamment le radar. Ils utilisaient beaucoup le profil Force Vitesse, eux. Hmm. Ils l'utilisent d'ailleurs toujours beaucoup. Ils nous ont prêté aussi une fois le 1080. Voilà, Hmm. l'objectif c'est aussi de la mise en commun au-delà des personnes, du matériel aussi entre les structures, parce que c'est du matériel qui est quand même assez onéreux. Donc l'objectif c'est de pouvoir mutualiser toutes ces choses-là et tous ces investissements-là. Ouais. Mais l'objectif maintenant c'est l'université d'ailleurs a créé une espèce d'organisme, enfin, a créé une entité qu'on appelle le Centre d'aide aux sportifs d'excellence sur la région, où il regroupe également donc l'ensemble des sportifs de haut niveau et les 3 clubs de sport copro. Et l'objectif, c'est qu'on se regroupe assez régulièrement pour échanger au maximum, que ce soit sur des problématiques euh, plus individuelles, mais aussi des problématiques que l'on rencontre et qui sont communes à l'ensemble des structures. Voilà, donc, il y a une réelle volonté là-dessus de quand même de mutualiser le maximum de choses, même si on le sait, comme on sait au quotidien, hein, chacun a son rythme très important. C'est toujours assez délicat de se détacher du temps pour aller à droite à gauche, mais on essaie quand même au maximum de le faire, ou de se donner des nouvelles, ou de créer des temps quand même informels pour le faire. Hmm. Ah, c'est super. Je trouve que c'est un énorme projet et puis j'ai envie de voir ce que ça va donner dans les années qui viennent. Tu as parlé de 3 équipes pour 5 et une équipe de hockey. C'est combien de joueurs? Tu vois, combien de joueurs vous gérez à 5? Aujourd'hui, on a une équipe professionnelle de 23 joueurs. Chambéry, l'équipe de Chambéry, ils sont à peu près pareil, j'ai 23 joueurs, 20-23 joueurs, et on a une équipe U20 de 25 joueurs. En gros, en tout et pour tout, parce qu'il y a beaucoup de mutualisation des joueurs aussi. Il y a des joueurs Hmm. pro qui peuvent redescendre sur Chambéry, voilà, qui est un peu notre équipe réserve. Il y a des U20 qui montent sur Chambéry aussi. Donc en gros, ça fait un petit peu moins de 80 joueurs à gérer au quotidien, C'est avec avec 3 staffs différents. Mais encore une fois, la volonté aujourd'hui des brûleurs de loups et de l'institution, c'est, malgré ces 3 équipes, malgré ces trois staffs, c'est d'avoir une identité commune, une ligne de conduite, un projet commun, euh, pour allier euh, allier le développement de nos jeunes vers la performance de notre équipe pro, et donc de pouvoir, dans notre écosystème à nous que le club a créé, que chaque joueur puisse se développer à chaque moment et à chaque âge pour, à la fin, avoir le maximum de joueurs que l'on a formés nous dans notre équipe pro. Voilà, ça, en gros, c'est le projet idéal que l'on a aujourd'hui et qu'on essaye au maximum de mettre en place. Il y a toujours des petites failles, mais en tout cas, on a cette réelle volonté et on met tout en place aujourd'hui pour tendre vers ce perfectionnement là, et puis cette identité-là. ok, top. Et est-ce que vous avez des projets de recherche avec les brûleurs de loups actuels? Est-ce que tu vois, on a parlé de ta thèse et de quelqu'un qui prenait aussi la suite. Est-ce qu'il y a des projets là-dessus? Ouais, on essaie de monter plein de petits projets parce que bah, j'ai été quand même recruté aussi pour ça. Et puis c'est ce qui m'anime quand même au final. J'aime toujours ce côté recherche, même si je m'attelle toujours à ce que ce soit quand même assez pratique. J'aimerais que aujourd'hui, il faut que c'est une retombée assez rapide, soit vers les entraîneurs, soit sur mon institution. Donc c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je veux très théorique, mais quelque chose de très pratique.
Euh, donc on met en place plusieurs petits projets. On a continué un peu sur le profil force vitesse. On a fait du répétition de sprint. On est en train de finaliser ça pour cet été sur le profil force vitesse, voir un petit peu comment ça évolue avec la répétition de sprint. On a eu un versant, on a une grosse problématique nous aujourd'hui dans le hockey sur glace, notamment en France, c'est la récupération avec les nombreux matchs et les déplacements qui se font en bus couchette. Moi, quand je suis arrivé dans le hockey sur glace masculin en Ligue Magnus, là, ça m'a un peu choqué. Enfin, en tout cas, c'est pas choqué, mais en tout cas, c'est une problématique qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc, du coup, on a mis en place une petite étude sur le sommeil. On a par exemple changer nos matelas pour mettre des matelas beaucoup plus confortables. Le club a investi dans un bus couchette spécifique. On a investi dans des matelas beaucoup plus confortables pour essayer d'améliorer au maximum le confort des joueurs lors de nos déplacements. Parce que quand on enchaîne les matchs tous les 3 jours et que tu es sur la route pendant 2 nuits, bah, ça a un gros impact derrière sur la performance. Donc voilà, on a fait une petite étude là-dessus avec une société qui faisait qui commercialisait des matelas de qualité. On s'est fait aider notamment par certaines personnes de l'INSEP spécifiques sur le sommeil pour mettre en place des questionnaires adaptés et orientés. Voilà. Et puis avec l'université en ce moment, on a eu deux gros projets là sur là cette fois-ci sur les aspects plus psychosociaux, sur la relation entraîneur-entraîné et donc l'impact que ça a sur le projet global de performance du joueur, notamment chez les jeunes, entre le double ou triple projet. Donc l'impact que ça a sur ce double triple projet et l'impact que ça a également sur ou pas sur les blessures. Voilà. On travaille avec le laboratoire Sens là, ici à l'université de Grenoble qui a vraiment cette grosse thématique là. Donc voilà, donc on accueille il y a pour le moment une étudiante en thèse qui vient, avec qui on travaille, et puis on lance aussi une autre thèse via l'université sur relations entraîneur, entraîné, blessures, relations entre fatigue mentale, fatigue physique, perturbation du sommeil et blessures. Enfin voilà, on est sur deux, trois thèses là sur ces thématiques-là, voilà, en lien avec l'université et les autres clubs de sport co sur Grenoble. C'est top. Et du coup, est-ce que tu as, on va dire, des tips ou des premiers résultats à nous donner sur la relation entraîneur-entraîné et les blessures? Il y avait une grossesse qui venait de se finir justement à l'université là-dessus et alors qu'il était plus sur les un peu plus vieux, donc qui montrait quand même une relation. Aujourd'hui, nous, au tout début en fait, on a commencé cette expérimentation là au mois d'août. Hmm. Nous, on a 3 grosses phases aujourd'hui, notamment au centre de formation. Une première phase de championnat, une grosse deuxième phase de play-off où il y a un peu plus de tension, qui correspond aussi également à un début de tension au niveau scolaire. Donc voilà, pour le moment, on est que au recueil de données. Donc on n'a pas encore traité quoi que ce soit. La première année est juste là pour recueillir les données Hmm. et voir un peu déjà quelle tendance on a. Voilà. Après, dans la deuxième et troisième année, dans le deuxième et troisième temps, donc on ira plus sur de l'intervention, voir comment est-ce qu'on peut, en fonction de ce qu'on aura Hmm. trouvé ou des tendances, Hmm. comment est-ce qu'on peut orienter et améliorer cette chose-là. Mais en tout cas, l'avantage de la mise en place de ce projet, et c'était une réelle volonté aussi du staff, ça c'est important. Quand je parlais de recherche appliquée, c'est que à la base c'était des grosses discussions qu'on avait avec le staff, c'est-à-dire que le staff voulait. Aujourd'hui, on avait identifié que le staff avait des performances, enfin était performant sur le point hockey sur glace. Hmm. Avec mon arrivée, on était un peu plus performant sur la préparation physique d'un point de vue physiologique, mécanique, mais il nous manquait réellement cette approche un peu psychosocial. Et on avait Hmm. des grosses problématiques qu'on ne savait pas gérer parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas d'expertise ou on n'avait pas d'apport par rapport à ça. Et donc, à la base, c'était une réelle volonté du staff de dire, bah, il faudrait quand même qu'on soit cédé pour essayer d'avancer sur ce sujet-là parce que c'est un réel sujet à prendre en compte, notamment chez les jeunes, pour essayer de les développer, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue humain. Donc voilà. Donc déjà, rien que le fait de mettre en place cette étude-là, de mettre en place cette démarche-là, ben ça demandait aux entraîneurs, ça demandait aux joueurs de se questionner par rapport à ça. Et donc, même si pour le moment on n'a pas de résultats même,
la mise en place déjà de ce processus-là nous a quand même permis, nous, de s'auto-questionner, de mettre en place de façon involontaire des petites actions ou des petites choses qui font que on est peut-être déjà un peu plus performant que ce qu'on faisait l'année dernière sans ça. C'est, c'est hyper intéressant, Jean-Guy, de voir aussi ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises une semaine type ou une journée type? Sur les équipes ou moi personnellement? Toi personnellement, justement, euh, à quelle heure tu attaques, ou tu vois quelle est, ouais, c'est pas un truc de morning routine, mais tu vois comment tu attaques et comment tu répartis entre ton temps sur le bureau, ton temps avec les équipes, ton temps peut-être où tu es avec les stagiaires et tout ça, tu vois comment tu répartis ça? Euh, j'ai deux phases vraiment différentes en fonction de la saison. La saison est très rythmée en hockey sur glace. Tu peux avoir 2 à 3 matchs dans la semaine. Alors même si moi aujourd'hui je fais plus les déplacements parce que c'est Thomas, donc mon collègue qui me les fait. L'air de rien, 2 matchs dans une semaine, ça te rythme quand même. Quand t'en as trois, ça te rythme vraiment une semaine. Mais en gros, quotidiennement, moi je me lève très tôt, je me lève vers 6h, 6h15. J'ai décidé de déménager un petit peu plus loin que Grenoble, donc il y a un peu de temps de route. J'emmène mon fils à la crèche, c'est moi qui m'emmène mon fils à la crèche. J'ai cette chance-là. Je trouve que c'est important le matin, ça crée une petite routine de s'occuper. On parlait de l'équilibre familial. Mm. Je trouve que ça m'amène un petit équilibre de dire que c'est moi qui apporte mon fils à la crèche. Ça, c'est cool, même si c'est très tôt. Des fois, pas forcément facile. J'aime bien être à la patinoire 1 heure avant les joueurs. Voilà, prendre le temps de discuter avec le chef matos, avec les entraîneurs, prendre un peu la température, installer tout mon programme, installer la salle. Voilà, j'aime bien vraiment être à l'aise et avoir du temps avant que les choses commencent. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis ça permet aussi, quand t'es en avance comme ça un petit peu, de pouvoir discuter aussi vite avec les joueurs, les premiers joueurs qui arrivent. Je trouve que ça c'est vraiment important. Ensuite, ça s'accélère. On a toujours un meeting avec les pros. On a des séances de muscu qui durent entre 15 et 25 minutes. Après, il y a une séance glace. Voilà, le midi, on essaye de manger tous ensemble. Au maximum, on a une salle commune avec le staff, l'ensemble du staff. Voilà, donc on essaie de manger tous ensemble. Le début d'après-midi, j'essaie de me le garder pour tout ce qui est travail sur bureau, c'est-à-dire répondre aux mails, faire un peu plus analyser des données, avancer sur certains projets. Et puis souvent en fin d'après-midi, je repars sur une séance, notamment avec les plus jeunes, avec l'équipe du centre de formation. Voilà, on part avec une séance. Et puis après, ben, je vais rechercher mon fils quand j'ai pas de match. Donc ça c'est cool, ça met un point initial, un point final. J'ai cette chance-là que j'avais pas avant. Euh, Là, j'arrive à trouver ce timing-là et ce qui permet après le soir de rentrer tranquillement. Et souvent, je retravaille un peu le soir aussi. C'est quelque chose que j'aime bien de me recentrer sur des choses que j'ai pas eu le temps, mais où là, j'ai plus le temps de me poser sur des problématiques ou des thématiques qui m'intéressent. Ouais. Ok, top, super. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Euh, Des mentors, je sais pas si c'est des mentors, en tout cas c'est des gens sur qui j'aime bien sur chaque discipline qui a trait à ce qu'on disait tout à l'heure à la performance sportive, j'aime bien avoir des gens de référence. Voilà, je sais pas c'est quoi la différence entre la référence et le mentor, mais voilà, j'ai des gens, par exemple mon entraîneur en thèse en physiologie, Franck Brochery, sur qui dès que j'ai des problématiques physiologiques ou quoi, ben, je m'appuie. Voilà, je parlais de Mathieu Lacombe que j'ai découvert en STAPS à Nantes à l'époque en 2015. Voilà, bah c'est quelqu'un que bah, et que j'ai eu pour ma thèse aussi sur mon comité de suivi. Voilà, que je regarde attentivement sur son parcours, sur ce qu'il met en place. Je trouve ça vraiment super. Tout ce qui est à travers l'entraînement, j'aime bien voilà et la critique par rapport à beaucoup de choses sur Stéphane Morin. Voilà, j'ai des gens comme ça avec qui je discute et à chaque thématique, j'ai une ou deux figures sur lesquels j'aime bien me reposer ou discuter ou interroger, voilà. Mais il n'y a pas un mentor en gros. C'est vraiment plusieurs personnes sur chacun des champs de compétences qu'ont ces personnes-là, sur lesquels j'aime bien m'appuyer entre guillemets. Top, top. Et en termes de livres, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué dernièrement ou qui t'ont marqué tout court?
Ouais, alors dernièrement, j'ai eu un livre que j'ai beaucoup apprécié, de Fabrice Bocquet. L'important, c'est les 3 points. Donc, Fabrice Bocquet, aujourd'hui, c'est le DG de Nice. Il est parti à Nice, je crois. Donc, c'était sur Lorient, son livre. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est une des premières fois où je lis un livre sur, au final, qu'est-ce que c'est de gérer un club. Mm. Je trouvais ça vraiment intéressant qu'il puisse s'ouvrir comme ça et partager vraiment son expérience. Chose que souvent, on dit toujours c'est un peu secret ces choses-là, Mm. on n'essaie pas de développer ses recettes, ces choses comme Mm. ça, comment ça se passe ou quoi. Et j'ai trouvé ce livre super intéressant parce que c'est très simple au final. Mais au final, c'est la vérité du quotidien et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà, actuellement sur mon chevet, là, je viens d'acheter le dernier livre de Mathieu Lacombe, justement, Football Intelligence, voir un petit peu Mm. comment le traitement des données peut essayer d'orienter. Après, voilà, je fais le DU optimisation de la haute performance collective. J'aime bien Mm. aussi tout ce qui est aspect mental avec le livre La dimension mentale en rugby de Michael Campo. Mm. Voilà, puis après sinon c'est plus beaucoup de podcasts aussi, euh, le tien, puis certains podcasts spécifiques au hockey sur glace Mm. ou en anglais aussi passer performant de podcasts, voilà, que j'aime bien d'écouter, voilà, dès qu'il y a des petites choses qui sortent, voilà, que ça permet sur le trajet de se tenir toujours un peu au courant, Mm. c'est cool. Ah, c'est top. Top, super. Et alors Jérôme, est-ce que si on a des questions, où c'est qu'on peut te joindre? Est-ce que tu as un réseau social où tu es le plus actif ou comment on fait? Je suis pas forcément actif sur les réseaux sociaux, mais en tout cas celui que je regarde, en fait, je suis pas actif. Je n'écris pas beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. J'aime pas trop dévoiler ma vie globalement. Mm. Celui que j'utilise beaucoup, énormément même, mais d'un point de vue professionnel, c'est Twitter. Je Twitter. suis vraiment beaucoup sur Twitter. Je commence à être un peu sur LinkedIn aussi, à regarder de plus en plus, mais voilà, aujourd'hui, j'utilise 95% du temps Twitter pour professionnellement déjà. Mm. Ça me permet moi de rester souvent à la page et puis Mm. même personnellement, j'ai des choses que j'aime. Ok, ok, super. Jérôme, merci beaucoup déjà pour le temps passé, c'était super. Et merci à toi. Ouais. C'est Et cool, ça a été la première fois pour moi et belle expérience en tout cas. ouais, super, super. Et ben j'espère à une prochaine, en tout cas. Avec plaisir. À la prochaine. Salut Jérôme. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.